On accueille donc sous vos applaudissements le président du Conseil d'orientation des retraites, Monsieur Gilbert Sett. C'est à vous. Merci beaucoup. Je voudrais réagir aux derniers propos pour dire que les rapports du corps ont été fortement simplifiés et je vous engage à lire avec avidité le dernier rapport du corps. Vous verrez que par rapport au précédent, il y a eu un effort de simplification très louable et je pense qu'il est accessible pour tout le monde. Alors, le sens de mon propos ne va pas être de parler des différents indicateurs sur lesquels on devrait porter notre attention quand on parle des retraites, mais à la question suivante, quand on s'intéresse aux retraites, et plus particulièrement aux réformes des retraites, il faut s'intéresser non seulement aux aspects distributifs de ces réformes, et je reviendrai d'ailleurs sur la redistributivité de la dernière réforme de retraite, mais il faut s'intéresser aux aspects de financement, et non seulement le financement des retraites, mais aussi, et je dirais même surtout, aux effets de ces réformes sur les finances publiques globalement considérées. Et je dirais que la question du financement des retraites est quelque chose, un aspect, j'ose pas dire mineur, j'ai pas indiqué sur ce premier slide volontairement que je suis président du corps pour être très libre de parler, hein, vous êtes dupes évidemment, mais c'est pas un aspect mineur, mais néanmoins l'aspect essentiel, primordial, c'est l'effet de ces réformes sur les finances publiques globalement considérées. Alors pour illustrer ça, je sais pas si ça marche, ah si, pour illustrer ça, je voudrais commencer par un slide avec beaucoup de couleurs, vous voyez, un beau graphique très, très joli, qui vous montre la situation pour un ensemble de pays, dont la France est le premier bâton, du produit intérieur brut par habitant, comparé au niveau des États-Unis. Les États-Unis, c'est zéro, c'est la ligne des zéros. Le losange noir indique la distance en termes de produit intérieur brut par habitant de chacun des pays par rapport aux États-Unis. Vous voyez que la France est un pays pauvre hein, quand on se compare aux États-Unis. On a un produit intérieur brut par habitant 32% inférieur à celui des États-Unis. Alors on n'est pas les seuls en Europe, puisque l'Italie, l'Espagne, comme vous le voyez, la Belgique à moindre égard, et même le Royaume-Uni, de l'autre côté de la Manche, sont des pays dans lesquels le produit intérieur brut par habitant est très très inférieur à celui des États-Unis. Mais à l'inverse, vous voyez que certains pays, comme les Pays-Bas en particulier, mais aussi l'Allemagne, ont une distance vis-à-vis des États-Unis assez réduite. Alors on peut se dire que si la cible américaine est pas directement, et pas facilement accessible, surtout que l'écart tient beaucoup à des écarts de productivité, hein, c'est la somme des deux zones vertes, vert foncé et vert clair pour caractériser l'écart de niveau de productivité vis-à-vis des États-Unis. Hein, qu'est-ce qui explique en quelque sorte notre faible produit intérieur brut par habitant vis-à-vis des États-Unis? Si on se compare maintenant à des pays comme un pays en particulier comme les Pays-Bas, hein, c'est un très beau pays, mais vous voyez que vis-à-vis des Pays-Bas, on a un produit intérieur brut par habitant qui est d'environ 22% plus bas, et que cet écart s'explique, les explications, c'est les différentes zones colorées, par d'une part des raisons vertueuses. On a une démographie, un taux de fécondité plus important, c'est ce qui est en jaune ici. Donc par rapport aux Pays-Bas, ça nous plombe comparé aux États-Unis, alors que c'est favorable pour les Pays-Bas. Il y a plus d'enfants en France, c'est une bonne raison d'avoir un produit intérieur brut par habitant plus bas. Mais une autre raison qui est moins vertueuse, c'est la partie en orange, qui est le taux d'emploi. Une des raisons pour lesquelles nous avons un produit intérieur brut par habitant très inférieur à celui des États-Unis et d'un pays comme les Pays-Bas, d'un pays très proche, c'est un taux d'emploi très faible. Et quelles sont les conséquences d'un produit intérieur brut par habitant assez bas? C'est des finances publiques dégradées. Hein, pour un même taux de prélèvement sur le PIB, on a moins de rentrée fiscale, moins de moyens pour payer une école ambitieuse, un système de santé ambitieux, etc., 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 une redistribution généreuse et ambitieuse, etc. Alors, quand on regarde de près où se situe cet écart de produit
de taux d'emploi, pardon, par rapport à un pays comme les Pays-Bas. Et je rappelle que les Pays-Bas, c'est un pays dans lequel les gens comment dirais-je, se signalent eux-mêmes comme très heureux. Hein. Les enquêtes de bien-être nous disent que les Néerlandais sont pas moins heureux que les Français, loin de là même. Ils auraient tendance à être un petit peu plus heureux. Et pourtant, quand vous voyez ce graphique, vous voyez que le taux d'emploi global de la population âgée de 15 à 64 ans est nettement plus élevé aux Pays-Bas, c'est l'avant-dernier bâton, qu'en France. 68% en 2022 pour la population de 15 à 64 ans en France, quand il est de 82% aux Pays-Bas. Et cet écart de taux d'emploi eh bien, se cristallise sur 3 populations en particulier, les peu qualifiés, les jeunes et les seniors. Et bien sûr, c'est là où on touche à la question des retraites et éventuellement des réformes des retraites. Alors pour les peu qualifiés, vous voyez que pour la population très peu ou pas diplômés, âgés de 20 à 64 ans, le taux d'emploi est faible en France, et la ligne rouge, je crois, pour la France, oui, est faible en France, comparé à d'autres pays, comme ici encore les Pays-Bas, c'est la ligne orange. Et ça, évidemment, ça explique, ça peut légitimer le souci d'engager des réformes de l'indemnisation chômage, du RSA, de la formation professionnelle, des lycées professionnels, etc., pour augmenter le taux d'emploi de cette population. Du côté des jeunes, le taux d'emploi de la France est lui aussi assez bas. Vous voyez, c'est le bâton rouge comparé à d'autres pays. Ici encore, les Pays-Bas qui sont tout à fait à droite de ce graphique. On est très largement au-dessous, ce qui peut légitimer, ici encore, eh bien, tout un ensemble de réformes, d'apprentissage, de lycées professionnels, de beaucoup de choses. Et puis du côté des seniors, la population âgée de 55 à 64 ans, le taux d'emploi en France, c'est le bâton rouge, est très bas par rapport à d'autres pays dans lesquels les gens, encore une fois, d'autres pays avancés, hein, ici ce sont les pays de l'OCDE qui sont présentés, pays avancés dans lesquels les gens ne manifestent pas comment dirais-je, de non-bonheur très fort quand des enquêtes de bien-être les interrogent à cet égard. Ce ne sont pas des enfers sur Terre, hein, les Pays-Bas. Donc vous voyez, pour la population âgée de 55 à 64 ans, un taux d'emploi assez bas. Alors je m'inscris en faux par rapport à un propos qui a été évoqué tout à l'heure. Le taux d'emploi bas, ça ne veut pas dire un taux de chômage élevé. Hein. Au contraire, le taux de chômage des seniors en France est bas. Il est bas. Le taux de chômage de la population âgée de 50 à 64 ans est de 5% en France, quand il est de 7,3% pour l'ensemble de la population âgée de 15 à 64 ans. Donc l'alternative, ce n'est pas emploi et chômage, manifestement, en France, pour les seniors. Et ce faible taux d'emploi, ici, est particulièrement visible pour la population de 60 à 64 ans. Vous le voyez ici, la France est l'un des pays dans lequel le taux d'emploi de cette population est particulièrement bas comparé aux autres pays de l'OCDE, et toujours à la référence que j'ai évoquée tout à l'heure, les Pays-Bas qui sont plutôt sur la droite. Hein. Le taux d'emploi de la population âgée de 60 à 64 ans est d'environ 34-35% en France, quand il est de 68% aux Pays-Bas, c'est-à-dire quasiment le double. Et pour la population même qui dépasse les 64 ans, la population de 65 à 69 ans, vous voyez qu'on est ici encore très très bas comparé aux autres pays. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça donnerait, qu'est-ce que ça apporterait d'avoir comme ambition en France, si on pouvait faire ça d'un coup de baguette magique, le taux d'emploi d'un pays comme les Pays-Bas. Alors je vais faire de la règle de 3 absolument horrible, j'ai honte de faire ça, en particulier devant la chief économiste de la Direction générale du Trésor, mais enfin, pour donner quelques éléments de chiffrage, il est intéressant de savoir ce qui se passerait. Mais juste avant, je voudrais revenir sur l'évolution du taux d'emploi en France depuis 1975, qui est représenté sur ce graphique jusqu'en 2022. Vous voyez que, effectivement, c'est la courbe noire, le taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans
augmenté depuis un certain temps et qu'il est maintenant à des niveaux supérieurs à tout ce qu'on a connu depuis 1975. Alors, c'est bien, c'est très bien, la route est encore longue, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on en est encore à 68-69% quand d'autres pays sont à 82%. Mais quand on regarde ce qui s'est passé sur toute cette période pour les hommes et pour les femmes, on voit que cette augmentation du taux d'emploi eh bien, est visible essentiellement sur la population féminine. Le taux d'emploi des femmes a augmenté considérablement sur la période. L'aspiration des femmes à l'indépendance, à l'autonomie, à l'égalité avec les hommes, eh bien, c'est traduit par cette forte augmentation du taux d'emploi. Et vous voyez que du côté des hommes, par contre, on reste encore très, très, très loin des niveaux, une bonne dizaine de points, des niveaux de taux d'emploi observés dans le début de la décennie, enfin, dans la fin de la décennie des années 70. Donc, quand je disais que la route est longue, du côté des femmes, il y a une bonne partie du travail qui a été fait, qui reste encore à faire, mais du côté des hommes, il y a énormément encore à faire pour retrouver des niveaux de taux d'emploi de la population en âge de travailler, des niveaux de taux d'emploi qu'on pouvait connaître il y a une cinquantaine d'années. Alors maintenant, je reviens à ma question d'arithmétique. Et encore une fois, c'est un calcul basique de la règle de 3 horrible. Qu'est-ce qui se passerait si d'un baguette magique, on pouvait bénéficier du taux d'emploi d'un pays comme les Pays-Bas? Vous voyez, ça voudrait dire une augmentation, je prends comme base l'année 2022, une augmentation du taux d'emploi en France de 14 points de pourcentage, qui correspond à une augmentation de l'emploi d'environ 20%. 20% de plus de personnes en emploi, une augmentation de l'emploi donc de 20%. Et même en faisant l'hypothèse d'une prudence inouïe, consistant à dire que cette nouvelle population d'emploi aurait une productivité moyenne de moitié moins que la productivité moyenne des personnes qui sont actuellement en emploi, donc c'est une hypothèse très forte. On peut s'expliquer, des non qualifiés, beaucoup plus de temps partiel, comme d'ailleurs aux Pays-Bas, etc. Tout un tas de raisons qui amènent à penser que ça pourrait entraîner une baisse de la productivité par tête. Donc même si on suppose une productivité moitié moindre que celle des personnes en emploi, on aboutirait à une hausse du produit intérieur brut, toute chose égale par ailleurs, de 10%, et avec notre taux de prélèvement obligatoire d'un petit peu plus de 45%, et si on met le PIB à environ 3 000 milliards d'euros, vous pouvez tous faire le calcul, ça nous ferait des rentrées fiscales et sociales de 140 milliards d'euros par an supérieures à ce qu'elles sont maintenant. Donc vous voyez, nos difficultés de finances publiques, en quelque sorte, seraient derrière nous. On aurait de quoi financer, bien sûr, la transition climatique, le vieillissement de la population, le désendettement public, des réformes ambitieuses dans l'éducation nationale, dans le système de santé, etc. Et même de répondre à certaines attentes d'augmentation du pouvoir d'achat. Alors, je voudrais revenir, et c'est mon dernier slide, sur le fait que quand on s'intéresse à une réforme des retraites, c'était mon propos initial, il faut surtout porter principalement son attention aux effets de cette réforme sur l'ensemble des finances publiques et non pas sur la seule question du financement des retraites. Et la réforme décidée en avril 2023 est tout à fait illustrative de cela. Cette réforme aura un effet finalement très faible, en net sur le financement net des réformes, quand on prend en compte son effet sur les ressources et son effet sur les dépenses. Pourquoi ? Eh bien parce que cette réforme s'est accompagnée de beaucoup de dispositions sociales très favorables aux salariés, le MICO, les carrières longues, prise en compte de la pénibilité, etc. Bon, certains considèrent que c'est pas assez, mais cette réforme, il faut le dire avec insistance, et tous ces chiffres-là, vous les trouvez dans le rapport du corps, cette réforme est très redistributive. Un chiffre pour montrer la forte redistributivité de cette réforme, sur l'ensemble du cycle de vie, on a calculé
que les retraites, le pouvoir d'achat de l'ensemble des retraites perçues par le premier quartile de retraités, en termes de revenus, donc les 25% des retraites les plus basses, eh bien sur l'ensemble du cycle de vie, en pouvoir d'achat, les retraites augmenteront de 11%. Vous voyez, c'est quelque chose de colossal. Et pour les autres quartiles, il y aura une petite augmentation pour le deuxième quartile et même une baisse en termes d'évolution donc du pouvoir d'achat des retraites perçues sur l'intégralité du cycle de vie. Il y aura même une baisse pour le troisième et le quatrième quartile. Donc on n'insiste pas assez sur cette question-là. Voilà, on a calculé ça dans les règles de l'art. Et encore une fois, cette retraite est très distributive, ce qui explique le fait que pour le financement même de notre système de retraite, cette réforme apportera finalement peu. Mais par contre, sur les finances publiques globalement considérées, elle rapportera beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'à terme, il y aura plus de gens, évidemment, en emploi, entre, selon les chiffrages, 300 000, 600 000. Si on se donne un chiffre de 450 000, ça fait 1,5% d'augmentation de l'emploi à terme. Eh bien, cette augmentation de l'emploi, ça se traduira par plus de produits intérieurs bruts. Plus de produits intérieurs bruts, ça voudra dire plus de rentrées de TVA, plus de rentrées d'impôts sur le revenu, plus de rentrées d'impôts sur les sociétés, des recettes qui ont pas directement, je dirais, à voir avec le financement des retraites, si on laisse de côté la question des ITAF. Donc, vous voyez, l'effet majeur de cette réforme, en termes de finances publiques, ça sera un effet sur la globalité des finances publiques. Et là, l'effet sera très favorable, 15 à 20 milliards d'euros par an. C'est quand même pas rien. Alors même que pour le seul financement des retraites, finalement, ça changera assez peu les choses. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a été décidé d'accompagner la mise en œuvre de cette réforme, de la mise en œuvre aussi de beaucoup de dispositions très redistributives, comme par exemple le MICO. Voilà ce que je voulais dire dans cette intervention liminaire. Merci beaucoup, Gilles Berset, on peut l'applaudir.